On va partir sur la partie Ether, là. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est avec vous. Hop. Je vais vous faire un petit débrief, les gars, sur la partie Ether. Hop. On va juste déjà réintroduire un petit peu le sujet, les dernières innovations et autres. Et après, on parlera justement des évolutions futures. Et je prendrai le relais sur la partie technique. J'ai 2-3 graphes à vous montrer et des explications pour ceux qui auraient un petit peu de mal avec justement toutes ces mises à jour et ces apports technologiques. Donc déjà, là, sur la partie Ether, je vais vous faire un petit laïus là-dessus. Pour ceux qui sont dans l'accompagnement là, et qui sont en live, je vous ferai un débrief là-dessus et ce sera le sujet du prochain sujet que je vais traiter avec vous. Sur la partie Ether, on rentrera évidemment bien plus en détail que ce que je vais vous présenter ici. Mais là, l'idée, c'est de refaire un petit laïus pour savoir un peu ce qui s'est passé d'un point de vue économique aussi, ce que ça a donné, etc. Parce que beaucoup, en fait, sont surpris de ce qui se passe en ce moment. Et en effet, il y a plusieurs raisons, c'est multifactoriel, d'accord. Il n'y a pas qu'une mise à jour qui a fait qu'on a atteint tel ou tel niveau de prix. Mais il y a quand même un certain nombre de choses à savoir pour savoir, en fait, et pour comprendre où est-ce qu'on se situe à l'heure actuelle. Donc, au départ, on a eu une mise à jour sur l'Ether il y a un certain temps maintenant et qui s'appelle Dankun, qui avait pour objectif de permettre une meilleure scalabilité sur des layers 2. D'accord. L'objectif, et on le voit de plus en plus avec l'Ether, c'est beaucoup plus, c'est moins d'avoir une scalabilité sur les layers 1, c'est-à-dire qu'on peut aller beaucoup de sharding à une certaine période. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont oublié, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas l'implémenter. Mais en tout cas, pour le moment, on est beaucoup plus vers une évolutivité de la blockchain Ethereum vers les layers 2 que vers une scalabilité on-chain directement sur la layer 1, parce qu'il y a tout un tas de problématiques avec le trilemme des blockchains, décentralisation, résistance à la censure, scalabilité, etc. D'accord. Donc aujourd'hui, à court terme, on est beaucoup plus sur de la modularité que sur justement une amélioration du monolithique, si on veut parler un petit peu technique sur ces côtés-là. Exactement. D'où la vision de Vitalik, là, à court terme, qui est effectivement avec les différentes mises à jour, qui soient Denkun, Pectra et autres, en disant « Ok, on n'est pas capable de gérer correctement cette partie exécution, et donc on la délègue, et littéralement, c'est les termes qu'il utilisait, on la délègue au layer 2. » Donc Dankun, je vous le simplifie vraiment. Je vais essayer de pas trop faire de technique là. Mickaël vous en fera un petit peu plus par la suite, mais Dankun, principalement, c'était avoir des frais moins chers et plus abordables sur les layers 2, donc d'avoir une meilleure scalabilité sur les layers 2. Évidemment, ça a très bien marché. Il y a eu une démultiplication du nombre de layers 2 avec les Zk Rollup, les Optimistic Rollup, etc. etc. D'un point de vue technique, ça, c'est un bordel aussi. On en a beaucoup parlé sur YouTube et dans l'accompagnement aussi, mais c'est très compliqué pour beaucoup de débutants. Et donc, en fait, on se retrouve sur un écosystème qui est aussi pas mal fragmenté. Simplement, avec cette mise à jour d'Ankun, évidemment, les layers 2 en termes de revenus ont explosé parce que tout le monde est parti en fait sur les layers 2. Ils se sont dit, je vais pas payer X montant d'euros, de dollars en fait sur Ethereum quand on a vu ce que ça a donné, quand il y avait pas mal de demandes sur la partie 2021 avec la DeFi, etc. Et il y a eu plein de nouvelles Layer 2 qui sont lancées, notamment comme Base, Arbitrum, Optimism et tout. Et donc, évidemment, avec Dankun, en fait, ces blockchains-là, donc ces Layer 2, qui fonctionnent sur Ethereum, ont explosé en termes de revenus. Donc là, je vous ai mis quelques chiffres, notamment pour Base. Mais tous ces revenus-là qu'on retrouve en fait sur les Layer 2, c'est ce qu'on ne retrouve pas sur la Layer 1, évidemment. Et on a eu en fait un démultiplicatif du nombre de Layer 2 qui sont lancés, avec à chaque fois pas les mêmes types de fonctionnement et puis pas les mêmes étapes aussi dans leur maturité de développement. Mais ça, évidemment, ça a joué énormément sur les revenus qui ont été rapatriés sur la couche de base et sur les transactions qui sont effectuées sur la couche de base d'Ethereum. Si bien qu'à un moment donné, on a eu des news, par exemple là en septembre 2024, les revenus de la Layer 1 sur Ethereum par rapport au top de 2021, post-Dankun, ont diminué de 99%. Alors là, beaucoup ont crié, c'est bon, c'est plus économiquement viable, Ethereum, ça sert plus à rien, les revenus de staking, ça sert à rien, c'est bon, la blockchain, elle n'est pas intéressante. Et puis, quand on rajoute le fait que tu avais d'autres blockchains comme Solana qui performaient très bien, avec de l'activité, les mêmes coins et tout ce qui s'ensuit, évidemment, ça a rajouté encore pas mal de FUD là-dessus. Mais en fait, ce principe-là, c'était déjà prévu sur le côté Dankun. En fait, s'ils ont poussé cette mise à jour, ils savaient très bien que ça allait diminuer sur le court terme les récompenses et notamment les frais qui sont utilisés sur la couche de base, la Layer 1, d'accord, parce qu'ils sont, comme tu l'as dit, plutôt sur une évolution sur les Layer 2 plutôt que sur leur couche sous-jacente. De ça,
De surcroît, on va rajouter d'autres news qui ont ajouté un petit peu du feu, de l'huile sur le feu. C'est la fondation Ethereum, c'est-à-dire notamment les performances qu'on a eues sur l'Ether n'étaient pas dingues. Mais en plus de ça, Vitalik a commencé à donner son avis sur certains sujets qui ont été repris, notamment en disant Make communisme great again. Et puis le fait que la fondation Ethereum a été sujet à pas mal de déconvenues aussi. Hein. Les représentants ont dû quitter le navire. La dernière a dû quitter le navire et du coup, on a changé la représentante de la fondation Ethereum. Et en plus, la fondation Ethereum profitait des périodes de baisse pour vendre. Alors eux, en fait, c'est pas, je le rappelle, hein, mais c'est pas une boîte qui a pour objectif de faire pumper votre bag. D'accord? C'est des développeurs. Donc s'ils décident de vendre des Ethers, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont pas là pour marketer votre Ether, ils sont pas là pour faire le lien avec les instits, ils sont là pour faire du dev. Donc faire des prochaines mises à jour. On parlera un petit peu de Pectra tout à l'heure. Qui, je rappelle, Pectra aussi a pour objectif, c'est normalement, je crois que c'est le 7 mai la mise à jour, qui n'a pas non plus pour objectif de contrebalancer les problématiques qu'on voit aujourd'hui, hein, mais pourquoi pas de les accentuer encore plus, parce que ce qui a permis la scalabilité aussi sur les Layer 2, c'est notamment avec l'arrivée des blobs. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques aujourd'hui, mais ça va doubler la capacité des blocs, d'accord, le Pectra. Donc, doubler la capacité des blobs, ça veut dire que ça sera encore des frais moins importants sur les Layer 2 et sans doute encore moins de transactions qui seront effectuées sur la blockchain de base. Donc, encore moins de frais qui seront rapatriés sur la blockchain de base. Pour faire très simple sur les blobs, c'est simplement des espaces temporaires, en fait, des espaces de tampons qui permettent justement l'exécution de ces transactions, de rapatrier, on va dire, tous les reçus et de le faire de manière beaucoup plus scalable et du coup de moins impacter la Layer 1 qui a certaines contraintes en termes de développement. Et l'aspect qui est le plus important, comme tu le dis, c'est que les équipes sont constituées de développeurs et Vitalik a toujours eu cette vision de développeur. Il a eu maintes occasions de partir avec le pactole qu'il a sous les bras. Et lui, vraiment, sa vision, c'est de la tech. Il n'est pas là, comme tu dis, pour faire du marketing. Les équipes ne sont pas là pour vendre de l'Ether. Ils ne sont pas là pour avoir un Ether qui va à 50 000 $. Ce n'est pas leur objectif. Leur objectif est de répondre à la problématique sous-jacente de la création de l'Ether, qui est permettre d'avoir une blockchain qui fait de l'exécution de smart contracts et qui permet vraiment d'intégrer la blockchain au sein du monde actuel. Et ça, c'est vraiment leur problématique de fond. C'est pas que l'Ether vaille 5 000 $ ou 100 000 $. C'est pas du tout leur objectif. Donc, comprenez bien ça. Et comprendre également aussi que, en fait, en soi, qui décide de vendre ou non des Ethers, c'est pas ça le problème. En fait, c'est plutôt que déjà le sentiment de marché était pas dingue et que dans des périodes comme ça, bah, ils en profitent pour vendre. Ça, c'est plutôt d'un point de vue psychologique pour les investisseurs. Et quand vous comprenez en fait que Dankun, ça a joué d'un point de vue aussi économique sur Ethereum parce qu'en fait, il y a une grosse partie des volumes, des transactions qui sont partis sur les Layer 2 et des revenus du coup qui sont allés sur les Layer 2, pas forcément sur la blockchain de base. Et qu'en plus de ça, il y a un vrai questionnement aussi sur les loyers qui sont globalement payés par les Layer 2 qui sont aussi pas forcément suffisants pour soutenir la blockchain de base, en fait, bah forcément, ça veut dire qu'il y a moins de burn, il y a moins de transactions sur la Layer 1 Ethereum, moins de burn, moins d'activité, et donc on est repassé là depuis un certain temps en positif sur l'inflation. En fait, depuis Merge et avant Dankun, on était en négatif. C'est pour ça que vous aviez le narratif sur l'ultrasound money. Hein. Ça, pareil, c'est un vrai sujet. Est-ce que l'Ether, du coup, c'est un actif qui a pour objectif de répondre aux besoins d'une plateforme, donc de vendre des espaces de blocs, ou est-ce que c'est une réserve de valeur en même titre que le Bitcoin, ou est-ce que c'est tout à la fois? Et le sujet un peu aussi qui est remonté par beaucoup de personnes, c'est de se dire en fait l'Ether peut pas répondre à tout. Soit c'est une plateforme et auquel cas bah, il faut que son modèle économique, son fonctionnement soit lié principalement à ça et qu'il fasse ça bien. Donc ils vendent par exemple de l'espace de bloc et on voit qu'il se rapproche de plus en plus de ça. Mais s'il essaye de faire un Bitcoin en mieux, c'est là où il se trompe parce qu'en fait un Bitcoin on en a déjà un. Réserve de valeur on en a déjà un. Bitcoin fait ça très bien. On n'a pas besoin d'une énième ultrasound money, etc. Et là où en fait ça a posé pas mal de problèmes à beaucoup de gens. Justement, juste pour compléter ce que tu étais en train de dire, parce qu'il y a un commentaire de Hassen qui dit leur objectif était aussi d'avoir un Ether haut en prix car le prix est lié à la sécurité du poste. Pas du tout. En fait, justement, ça fait partie des discussions qui sont en cours sur la table chez Ethereum pour changer le nombre d'Ethers à stacker et autres. Donc, non, le prix, c'est pas leur objectif. Oui, ils veulent pas avoir un prix qui est complètement éclaté avec une inflation qui est énorme, mais c'est pas du tout dans leur objectif.
est-ce que tu as déjà entendu Vitalik parler de prix et dire je veux que l'Ether soit à ce prix-là? S'il l'avait dit, ça fait déjà longtemps que l'Ether sera à un autre prix, hein. Donc non, non, c'est pas du tout la vision des équipes. Ils veulent bien sûr pas se faire diluer leur bague à grande échelle parce qu'ils ont quand même une grande partie de leurs capitaux dedans et c'est ce qui leur permet de vivre. C'est aussi pour ça qu'ils en vendent quand même régulièrement au niveau de la fondation. Mais l'idée, c'est vraiment pas de partir sur ça en fait. Et de comprendre que le prix va jouer évidemment, hein. C'est-à-dire qu'ils veulent pas avoir un Ether. Le prix d'un projet crypto qui performe pas, ça attirera personne. Donc tu as un intérêt aussi à ce qu'il y ait des perfs. Mais attention, c'est-à-dire que le choix et la manière dont tu vas marketer aussi ton truc, ça va avoir un impact aussi, par exemple, au niveau des instits. Parce que les instits, le jour où il y aura, par exemple, du staking sur Ether, tiens, c'est du cash flow. Tiens, c'est un nouveau modèle à cash flow. Bitcoin n'est pas capable de le faire. L'Ether, c'est du cash flow. Si d'ailleurs tu leur dis, bah, l'Ether, en fait, c'est aussi une réserve de valeur, il dit, bah, pourquoi j'irai sur du BTC? Pourquoi j'irai sur l'Ether? En fait, Bitcoin le fait bien mieux. Il y a c'est plus décentralisé. On connaît pas le fondateur. Il n'y a pas de mise à jour. Il y a moins de risque de hack ou ce que tu veux. Enfin, tu vois, il y a moins de risques en fait là-dessus. Donc pourquoi tirer sur Ether? Parce qu'en fait, Ether, c'est autre chose. Et c'est un peu la problématique aujourd'hui pour des entreprises qui décideraient de l'adopter. Pour tout un tas d'usages, hein, la supply chain, peu importe. Si derrière, tu as une entreprise et que du jour au lendemain, je sais pas, tu as le coût de tes transactions qui peut être multiplié par 8 ou par 10, c'est pas entendable pour une boîte. Tu as besoin d'avoir une prévision aussi. Sauf que eux, ils ont choisi l'évolutivité long terme, c'est-à-dire la scalabilité sur les layers 2, etc. Et sur le court terme, en fait, ça fait mal au prix. C'est ça le truc. Il y a beaucoup de projets qui n'auraient jamais décidé de partir sur ce genre de mise à jour, déjà parce que d'un point de vue technique, ils ne seraient pas capables de le faire. On bouge pas, on n'implémente pas des mises à jour sur Ethereum comme on peut l'implémenter sur Cardano ou sur d'autres types de blockchain. Mais en plus de ça, comprendre que la vision qui est présentée ici, c'est une vision qui est très très long terme. Et on s'en fout en fait que le prix baisse, que d'un point de vue économique, ça fasse mal sur le court terme. Ils s'en foutent, mais comme de l'an 40. Hein. Par contre, sur le long terme, et c'est là la vraie vision que vous devez avoir, la questionnement à avoir, c'est de vous dire, déjà, est-ce qu'aujourd'hui, malgré la baisse et tout, est-ce que ça veut dire que c'est un projet qui est abandonné? Est-ce qu'il y a encore une TVL? Est-ce qu'il y a encore des développements? Est-ce que c'est pas là où il y a le plus encore d'infrastructures, etc. Et surtout, dans les prochaines années, si demain, on est capable d'avoir des transactions rapides, pas chères sur Ethereum, quelle est la plus-value de toutes les autres blockchains qui, elles, essayent de répondre à ces obligations-là? Parce que le point central du marketing qui est proposé par toutes les autres blockchains hors Ethereum, les Ethereum killers, c'est ça. Hein. C'est de dire, nous, on sera plus scalable et on aura des transactions moins chères. Sauf que le jour où ils répondent à ces problématiques, et ils sont en train de travailler dessus depuis des années, sauf que ce n'est pas un chemin qui est un long fleuve tranquille, ça prend du temps. Et quitte à prendre des fois des décisions qui vont faire mal sur le court terme, c'est des décisions qui sont nécessaires et obligatoires et impossibles à un moment donné pour les concurrents. Peut-être, hein, on verra s'il y a un bug, s'il y a n'importe quoi, mais si demain ils arrivent à avoir une scalabilité on-chain, y compris même sur le layer 2 et de partout, bien supérieure avec des frais beaucoup plus faibles que toutes les autres blockchains, quelle est la plus-value des autres? Il n'y en aura pas. Et donc, pour une entreprise, derrière, pourquoi ils iraient sur une blockchain qui serait sans doute bien plus centralisée, avec une moins résistance, enfin une résistance à la censure plus faible, avec tout un tas de problématiques, une blockchain qui s'arrête toutes les 4 matins aussi, enfin, tu vois. Et donc, ça, je pense que ça joue. Et c'est du coup des décisions qui ont été prises. Et on le voit. Sur le burn, bah, sur le court terme, ça a piqué, quoi. Pour répondre aux commentaires là, de Hassen qui dit si je suis désolé, mais sur un market cap de Ether en dessous d'un stablecoin, tu as un souci au niveau de sécurité. Si tu veux attaquer le réseau sur un poste et que le prix est à 80 $, c'est beaucoup plus simple pour l'attaquant. 2 points qui sont extrêmement importants. Déjà, le market cap n'a strictement rien à voir avec la sécurité d'un projet. C'est ni plus ni moins que le nombre de jetons multiplié par son prix. Donc ça, globalement, déjà, tu peux complètement l'oublier. Que ça soit en dessous d'un stablecoin ou pas, aucun impact. Ensuite, deuxièmement, quand on parle de POS, si tu connais vraiment l'aspect sécurité, il faut détenir un certain pourcentage de nœuds validateurs. Si l'Ether est à 80 $, autant te dire que le nombre de nœuds qui vont être détenus par des indépendants va être beaucoup plus important et ce sera justement beaucoup plus décentralisé et du coup beaucoup plus dur. L'idée étant pas d'avoir un nœud avec 150 000 Ethers, ça ne changera rien. Il faut avoir beaucoup plus de nœuds pour avoir beaucoup plus de chances de potentiellement falsifier une transaction. Plus toutes les mécaniques de sécurité qui viennent se mettre en place par-dessus. C'est pas comme un pot où il y a 3 machines qui sont en train de miner. Là, on parle de l'Ether, qui est quand même l'un des réseaux les plus décentralisés. Oui, avec le POS, ça s'est recentralisé. C'est une réalité. Mais vraiment, d'un point de vue sécurité, je t'invite à les regarder. Il y a des blockchains qui sont plus décentralisées que l'Ether, qui ont un jeton qui est beaucoup plus bas.
elles n'ont pas forcément la même sécurité que l'Ether, tout simplement parce qu'elles n'ont pas la même ancienneté et ni les mêmes personnes qui font tourner des nœuds derrière chez elles. Il y a plein de choses en fait à prendre en compte. Comme dit Anthony, hein, il y a l'effet de réseau, l'effet leader, l'amélioration du protocole. L'Ether est là pour rester sur le long terme. Donc, libre à toi de penser que si jamais le prix de l'Ether est à 80 $, il n'y a plus de sécurité. Et vraiment, je t'invite, si tu ne me crois pas, à aller poser la question à des développeurs internes de chez Ethereum qui vont t'expliquer qu'en fait, la perf, ça ne les intéresse pas, mais qui sont là pour la tech et que de toute façon, que le prix de l'Ether soit à 80 ou à 120, qu'il soit à 1500 ou à 2000 $, ça n'a pas d'impact sur la sécurité. C'est le nombre de nœuds qui va avoir un impact. Il y a plein d'autres facteurs qui vont être beaucoup plus importants en fait que ça. Et heureusement que c'est comme ça aussi. C'est-à-dire que si demain, le prix de l'Ether, il peut pas descendre à un certain niveau, là, tu aurais des vrais soucis. Hein. Tu aurais des vrais problèmes. Le seul souci qu'en fait, tu as avec le Proof of Stake, c'est que en ayant une certaine grosse partie de la supply, tu peux avoir des droits que tu n'as pas sur des blockchains Proof of Work. Et il y a une incitation économique, évidemment, c'est ce qu'on appelle aussi avec le slashing. C'est-à-dire que si toi, aujourd'hui, tu veux faire ton propre nœud Ether, bon, déjà, il faut que tu aies les compétences techniques pour pouvoir le faire et tout. Il faut quand même que tu places 32 Ethers sur la table, pour avoir ton propre nœud. Donc, il y a une incitation économique. Si tu fais de la merde, on va les piocher directement dans ton truc. Si l'Ether vaut 0, au final, tu n'as pas d'incitation économique. Donc, c'est sûr que ça ne peut pas valoir 0. Mais derrière, si ça vaut proche de 0, je peux t'assurer qu'il y a plein de gens qui vont acheter. En fait, c'est ça aussi la réalité du truc. Mais l'aspect sécurité, c'est pas lié au prix. Parce que sinon, on aurait un vrai problème. Dire quand l'Ether était à 80 balles en 2019, alors, je crois que c'était encore sur Proof of Work à l'époque. Donc, c'est un mauvais exemple. Ouais, c'est encore sur Proof of Work. Et même si tu prends là sur les plus bas du marché, sur les années depuis ils sont passés au Proof of Stake, il n'y a pas eu de. Il y a eu une différence de niveau de sécurité entre le Proof of Work et le Proof of Stake. Ça, c'est un état de choses. C'est une différence de consensus, c'est un fait. Par contre, que l'Ether vaille 1500 $ ou 4000, c'est le même niveau de sécurité. Mais même Vitalik dit qu'avec l'arrivée de l'Ether stacking, cela peut avoir un impact sur la sécurité d'Ether. Oui, c'est ce que je dis. Il y a une différence entre le stacking d'Ether, la Proof of Stake, et la Proof of Work, qui sont deux choses différentes. Et effectivement, il y a eu de la centralisation. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu des hard forks à ce moment-là. Ça, effectivement, c'est une chose. Mais c'est aussi le premier projet à passer de la preuve de travail à la Proof of Stake. Par contre, la variation de prix au sein de la Proof of Stake n'a pas d'importance sur la sécurité. C'est vraiment le nombre de nœuds, ce qui en effet, le slashing, les règles, tout ce qui va derrière, en fait, qui est important. Et pour le risque V, oui, on va en parler. On n'en a pas encore parlé, Marty. Je vais en parler justement après. Et justement aussi comprendre que sur la partie décentralisation, en fait, quand tu as des gros acteurs qui arrivent et quand ils auront la possibilité de staker leurs Ethers, évidemment que ça pose des questions aussi. C'est-à-dire que c'est toujours un spectre de décentralisation. C'est pas le nombre de nœuds qui va faire la décentralisation. Évidemment, si tu as 3 nœuds qui se courent après et que les 3 nœuds sont détenus par Binance, ça pose un problème de décentralisation. Mais si par contre, tu as 900 000 nœuds et que ces 900 000 nœuds sont détenus par 3 entités, pareil, ça pue la merde, tu vois. On peut se poser de l'idée de la décentralisation ou le questionnement de la décentralisation avec les pools de minage sur BTC aussi. Hein. Quand tu as les 3 plus gros pools de minage qui détiennent, je crois que la dernière fois que j'avais regardé les chiffres, c'était entre 60 et 70% du hash rate, tu poses des questions. Alors, il y en a qui vont se dire oui, mais ils peuvent pas se mettre tout en commun pour faire une attaque 51% et tout. Mais en fait, c'est pareil. Tu as toujours des specs de décentralisation. D'accord ? C'est pas un truc que tu vas être capable de. Enfin, tu peux le quantifier. Tu as le coefficient de Nakamoto aussi qui peuvent te permettre de c'est ce que j'allais montrer justement. Pour démystifier un peu les mecs qui disent non, mais tout sera décentralisé. Et après, c'est pareil. Hein, tu parles des ETF sur l'Ether. Quand tu vois les capitaux qu'il y a aujourd'hui dans les ETF sur Bitcoin, qui est quand même beaucoup plus conséquent, on parle d'un volume qui est extrêmement faible par rapport au nombre de BTC en circulation. Donc voilà, si tu penses que certaines blockchains sont plus décentralisées que l'Ether, je t'invite à aller regarder le coefficient de Nakamoto. Ici, tu as tout le détail de savoir comment c'est calculé, de quel serait l'impact si un acteur venait obtenir plus de 33,33% des parts du réseau en termes de nombre de nœuds, combien de nœuds il faudrait. Et tu verras que certains projets qui, soi-disant, sont décentralisés comme la Binance Chain, bah, globalement, c'est 7 nœuds. Hein. Donc, il y a toujours des moyens. Et voilà, comme tu dis, Thibaut, c'est vraiment un spectre de la décentralisation qui va avoir un impact. C'est pas non plus forcément.
un gage de qualité. Tu as des blockchains qui vont avoir un coefficient de Nakamoto super élevé, mais avec une tokenomics qui est éclatée au sol, une centralisation de la supply auprès de certains VC qui sont super élevés. Enfin, voilà. Polkadot, par exemple, 172 en coefficient de Nakamoto. Tu regardes les performances de Polkadot jusqu'à présent. Tu vois. Donc, et en soi, encore une fois, c'est différents specs. C'est-à-dire que peut-être que Polkadot est plus décentralisé qu'Ethereum sur certains aspects ou que Bitcoin. Et de l'autre côté, Bitcoin ou Ether sera peut-être plus décentralisé que Polkadot sur d'autres aspects. Et comme tu dis, Hassen, en fait, on n'est pas en train de dire. Tu vois, tu dis, mais même Vitalik dit qu'avec l'arrivée, voilà. Pour répondre à ça, commentaire. C'est que du coup, tu peux avoir une centralisation du nombre de validateurs. C'est-à-dire que si tu as BlackRock qui détient 5% de la supply, ou comme tu as aujourd'hui avec Ether, avec Lido. Hein. Lido aujourd'hui, je ne sais plus combien, c'est 30% des Ethers stakés, Lido, c'est énorme. Quasi, c'est énorme. Je crois que c'est ça, Donc en fait, tu as des acteurs qui aujourd'hui possèdent une grosse partie de la supply, peut-être au nom de leurs clients ou pas, et qui ont un nombre de droits qui n'est pas octroyé dans le cadre d'une blockchain proof of work. Donc en effet, ça interroge, d'accord. C'est pas en soi, c'est pas catastrophique non plus, mais ça interroge, d'accord. Et d'ailleurs, avec Pectra, je crois il y a un EIP là qui est prévu pour augmenter, parce qu'aujourd'hui, si tu veux faire un nœud, c'est 32 Ethers. Je crois qu'ils veulent augmenter pour ceux qui ont des plus grosses quantités jusqu'à plus de 2000 Ethers, je crois, faire ce qui s'appelle des méga nœuds, passer sur quelque chose de plus gros. Parce qu'un mec qui a, je sais pas, 100 000 Ethers, faire 50 000 nœuds avec 32 Ethers, ça lui casse les couilles. Donc du coup, proposer aussi la possibilité d'avoir des nœuds qui seront plus gros, mais avec des quantités d'Ethers plus importantes, pareil, ça pose question. Ça veut dire que tu proposes ça, et je veux dire, déjà 32 Ethers, un particulier qui est capable d'avoir 32 Ethers aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué, qui a les compétences techniques pour pouvoir faire tourner un nœud, c'est encore autre chose, mais qui est capable de faire tourner un nœud avec 2000 Ethers, autant vous dire que là, pareil, question de décentralisation, quoi. Hein, et justement, tu dis plus le prix est bas, plus il est facile pour ces acteurs de venir attaquer les réseaux, mais moins ils ont d'intérêt économique en fait. N'importe quel attaquant dans n'importe quel système, il va mettre en face les moyens pour pouvoir gagner plus que ce qu'il a dépensé. Donc, si vraiment le prix de l'Ether venait à être catastrophique, ils n'auraient plus d'intérêt économique en fait à aller l'attaquer. Et qui dit prix plus bas, il dit qu'il faut déjà qu'il l'achète. Je te laisse regarder le nombre d'Ether qui est accessible aujourd'hui sur les plateformes d'échange. Il y en a de moins en moins. Donc, à un moment, on ne va pas te mettre un couteau sous la gorge pour vendre tes Ethers. Moi, mes Ethers, globalement, avant qu'ils arrivent à les acheter, il y a un petit peu de temps quand même. Et il faudrait qu'ils achètent quand même une certaine quantité pour arriver à mettre en place ces nœuds-là. Et donc, ça aura un impact sur le prix. Qui va avoir un impact sur le prix. Parce que du coup, s'il y a peu de personnes qui essaient de vendre et eux qui essaient d'acheter énormément, globalement, le prix va pumper. Et donc, ça va augmenter. Donc, c'est pour ça que c'est pas juste de dire les mecs, ils ont de l'argent, ils vont rentrer, ils vont acheter de l'Ether. Non, il n'y a pas assez de liquidité accessible en fait. Ça dépend. Si un stablecoin à venir chercher avec un market cap au-dessus de l'Ether, il ne viendrait pas pour les Ethers, mais pour les autres actifs du réseau. Mais ça n'empêche pas qu'en fait, si l'Ether tombe, les autres actifs sont morts en fait. Si vraiment tu arrêtes la blockchain Ethereum, tu enlèves 70% du marché crypto et tu enlèves globalement tous les gros stablecoins, USDT, USDC compris. Hein. Donc c'est pour ça tout est lié, tout est corrélé. Donc tu ne peux pas juste dire je viens attaquer l'Ether en espérant récupérer l'USDC, l'USDT. À partir du moment où tu touches au bloc, à l'intégrité de l'Ether, tu perds toute la confiance de tout ce qu'il y a au-dessus. Et donc, tout ce qu'il y a au-dessus va dumper en fait d'un coup. Et donc, perte de valeur totale. Après, il y a un vrai questionnement aussi là-dessus. Hein. La vision des Bitcoin Maxi, c'est un peu ça. C'est de dire qu'en fait, le cas de Bitcoin, on est sur quelque chose qui est immuable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment de gros changements. Il y a eu quelques petites mises à jour, mais globalement, il n'y a pas eu grand-chose. Et pour beaucoup de gens, et moi je suis d'accord avec ça, c'est aussi une force. C'est-à-dire se dire, en fait, ça a marché, on sait que ça répond au contexte, réserve de valeur et tout, on n'y touche pas, il n'y a pas de problème. Pour beaucoup de personnes, y compris par exemple pour Plan B, celui qui a fait le modèle du stock to flow, lui il explique que son gros problème, c'est de dire déjà, bon, Ether pré-mine, ça me plaît pas. Donc pour beaucoup de gens, beaucoup de Bitcoin Maxi, c'est il y a eu un pré-mine, c'est de la merde. Okay. Ça pareil, ça peut être débattu, hein, première chose. Deuxième chose, c'est de dire une blockchain qui a eu la possibilité de faire un rollback à un moment donné. Je vous rappelle l'épisode de The DAO, donc 2016. Hack, des utilisateurs qui perdent des fonds,
deux communautés qui se scindent, Ethereum classique, Ethereum. Ethereum classique qui dit code est roi, on ne change pas. Les investisseurs particuliers, ils se font éclater, on s'en fout. Et Vitalik qui dit, moi, je ne peux pas d'accord. On va faire un rollback et on va suivre notre chemin. À partir de ce moment-là, il y en a beaucoup qui ont commencé à dire, OK, c'est-à-dire que Vitalik et l'équipe ont fait un changement qui est contre les valeurs profondes en fait liées à la crypto. C'est-à-dire te dire l'immuabilité, on ne change pas, le code est roi, etc., etc. Et ensuite, il y a eu d'autres changements qui peuvent être compréhensibles, d'accord, hein. Mais dans la vision des Bitcoin Maxi, c'est de dire, attends, vous avez changé l'algo là, vous étiez sur du proof of work, vous êtes sur du proof of stake. Vous avez changé donc le mécanisme de consensus et vous avez changé ensuite le modèle d'inflation. Qu'est-ce qui empêcherait demain, avec l'arrivée de nouvelles mises à jour, de dire attends, là l'inflation de l'Ether elle est de temps, là on va l'augmenter. En fait, ce qui rassure les mecs et dans la vision des Bitcoin Maxi, c'est de dire en fait Bitcoin c'est immuable. On sait que l'inflation, c'est censé être immuable. Là, pareil, je pourrais rentrer là-dedans et vous dire en fait c'est pas si immuable que ça. Hein. Il y a eu des bons bugs qui ont failli tout mettre dedans. Il y a eu des problèmes aussi sur BTC. Mais bon, on va dire c'est censé être plus immuable que le reste et de se dire ok, c'est capé. Et si demain ils veulent changer l'inflation sur le truc, c'est pas impossible. Les mecs qui vous disent c'est capé à 21 millions, on pourra jamais passer au-dessus d'1 million, foutage de gueule. Si demain les validateurs se mettent d'accord, ceux qui ont les mineurs, etc., se mettent d'accord, les 21 millions ils sautent. Hein. D'accord les gars, hein, ça saute. Ça ferait très mal au prix parce qu'aujourd'hui c'est le marketing qui dit c'est capé à 21 millions. Si demain tu dis comme Monero, tu mets une tail emission à 0,4 BTC par bloc pour rémunérer les mineurs ad vitam aeternam, évidemment que ça va poser des questions. Mais en fait, ce qui pose problème pour beaucoup de personnes qui sont pas sur l'Ether et qui considèrent que c'est un shitcoin et qui sont purement maxi sur BTC, en fait c'est ça, c'est ce côté immuable qui n'est pas vraiment le cas et qui dépend un peu de ce que veut faire l'Ether, mais parce qu'en fait il répond pas non plus aux mêmes besoins, aux mêmes exigences et il répond pas aux mêmes problématiques. Et c'est là où on en arrive en fait à un dilemme sur l'Ether. C'est qu'à un moment donné, il va falloir choisir. Soit tu veux faire la réserve de valeur, ultra sound money, ça vient de là, soit tu veux faire une plateforme. Et la plateforme, c'est tu vends de l'espace de bloc. On en parlait tout à l'heure un peu en hors ligne tous les deux. Si tu as un truc qui est scalable énorme, et que finalement demain tu veux utiliser les smart contracts, tu veux faire des applications décentralisées, la porte d'entrée c'est parce que c'est hyper scalable et tout, il n'y a plus de problème sur l'Ether, admettons que ça arrive un jour, il n'y a plus de problème sur l'Ether, hop, c'est le passage obligé. Au final, tu l'utilises pour participer à l'écosystème et tu as besoin de ça pour simplement rentrer sur la plateforme. Et c'est tout. Mais au final, c'est très compliqué de vouloir faire les deux parce que la réserve de valeur est peut-être antinomique au fonctionnement de la partie plateforme, en fait. Tu peux pas avoir une augmentation du prix d'un Ether à 10 000 balles et l'utiliser en tant que plateforme. On le voit. Les mecs, quand vous nous dites l'Ether, on veut qu'il augmente en prix, en fait, quand il augmente en prix, quand il a 10 000 balles, une transaction, vous allez payer 1500 balles pour faire une transaction sur Ether. C'est ça que ça veut dire, en fait. Donc, c'est pas utilisable en tant que plateforme. Donc, à un moment donné, il faut choisir. C'est un petit peu la différence qu'il peut y avoir entre de l'or et l'argent si on enlève tous les effets de marché et autres. C'est que tu en as un qui est fait pour une réserve de valeur et tu en as une autre qui est fait d'un point de vue industriel. Et en fait, c'est juste ça. C'est juste l'application que vous allez donner en fait, à la crypto en question. Je vais présenter ce que j'avais prévu parce que je vois que l'heure avance. Ouais. Et qu'il y a encore pas mal de choses à présenter. Ce que je voulais dire rapidement avant que tu partages ton truc, c'était de dire quand même que malgré tout ça, malgré les mises à jour, malgré ce qui se passe aujourd'hui, l'Ether, ça reste la crypto qui est l'une des plus capitalisées, celle où il y a l'une des plus d'applications décentralisées dessus, celle où il y a le plus de développeurs, celle où il y a le plus de TVL, d'accord ? Vous regardez sur la DeFi et d'argent bloqué sur les smart contracts, sur DeFi Lama, ça reste sur Ether. Sur la partie RWA qui représente des trillions de valorisation dans les prochaines années, principalement aujourd'hui, c'est sur Ether. Ça commence à se développer un petit peu ailleurs, mais aujourd'hui, principalement, c'est sur Ether. Et quand vous voyez la gueule de la roadmap d'Ether, en fait, vous comprenez que c'est pas juste un truc où on va pousser un pauvre DEX avec une ergonomie assez simple, quoi. Il y a plein de problèmes sur Ether. On est d'accord, hein, c'est fragmenté et tout, c'est compliqué à utiliser. Mais aujourd'hui, de dire c'est mort, je pense que c'est trop précoce pour pouvoir évidemment le dire, et moi j'y crois absolument pas, parce qu'aujourd'hui si l'Ether meurt, comme l'a dit Mickaël, hein, c'est 70% de la crypto qui décède,
y compris les stablecoins, y compris la plupart des autres projets. Les innovations, vous n'en avez pas, parce que la plupart des innovations, en fait, aujourd'hui, c'est sur l'Ether. Et une fois qu'il y a des innovations, c'est forqué, c'est utilisé ailleurs. Voilà. Donc aussi remettre un petit peu le train dans son contexte et comprendre que le malheur des uns fait le bonheur des autres, et que quand il y en a beaucoup qui considèrent qu'un projet est mort, c'est peut-être là que vous faites les meilleures opportunités, quoi. Je vais prendre 2 minutes pour vous casser un petit peu la tête d'un point de vue technique, mais ça sera indispensable pour comprendre justement les différentes évolutions de l'Ether. Parce que comme on a parlé, Thibaut, hein, la roadmap, elle est, assez longue et elle a vraiment une vocation à avoir une vision très long terme et avoir plein d'améliorations, succinctes au fur et à mesure du temps. Et surtout, là, on est en train de s'apercevoir, c'est qu'il y a un changement de paradigme à court terme. C'est qu'on est passé d'une blockchain monolithique où vraiment on faisait l'ensemble des éléments, l'ensemble des actions sur une seule blockchain, à une espèce de séparation en blockchain modulaire où on a la partie exécution qui est faite sur les layers 2. La partie exécution, c'est ni plus ni moins que l'exécution des smart contracts et des transactions qu'il peut y avoir dessus. Et si on regarde le nouvel article qui a été sorti par Vitalik, ou en tout cas ce qui est poussé par les équipes, c'est de repartir à nouveau sur une blockchain monolithique sur le long terme. Et pour pouvoir comprendre un petit peu ces décalages de tendance et pour que vous puissiez bien comprendre, je vous ai fait un petit schéma avec vraiment les points les plus importants. C'est-à-dire que quand on parle déjà de Layer 2, c'est une couche supplémentaire par rapport à la blockchain de base qu'on appelle la Layer 1. Et aujourd'hui, la technologie majeure en fait dessus, il y en a d'autres, il n'y a pas que les roll-ups, il y a d'autres technologies, mais la technologie la plus en vogue, c'est ce qu'on appelle les roll-ups. Les roll-ups, le principe, c'est de faire un paquet de transactions qu'on va exécuter en fait rapidement dans ce layer 2 et ensuite on va envoyer le reçu, l'état des lieux directement à la blockchain sous-jacente. Le problème, comme on l'a vu avec Ethereum, c'est que quand Ethereum se met à avoir des latences qui sont importantes, ça va impacter les layers 2 parce qu'elles n'ont plus le temps de récupérer leur reçu et de mettre à jour l'état de la blockchain. Ça, je vous fais range de manière très synthétique, hein, c'est pour que vous puissiez comprendre. Ensuite, il y a deux grandes catégories de roll-up. On a d'un côté les optimistic roll-up, que vous connaissez tous, que vous avez pour la plupart déjà utilisé, Arbitrum, Optimism et autres. Et pourquoi aujourd'hui elles sont autant déployées? Simplement parce qu'elles sont faciles à développer et qu'elles sont compatibles avec ce qu'on appelle l'EVM. L'EVM, c'est la machine virtuelle d'Ethereum qui permet d'exécuter les contrats et de les faire fonctionner. De manière très synthétique. Si vous êtes très bon en développement Ethereum, ne m'en veuillez pas, je suis obligé de cutter pour les débutants. Mais par contre, le problème de ces technologies-là, c'est qu'elles sont moins scalables et elles sont moins sécurisées de par leur preuve de validité et leur preuve de fonctionnement. Ça, c'est déjà très important. Elles partent du principe que toutes les transactions qu'elles reçoivent sont valides et qu'il y a un algo qui va s'occuper d'identifier ce qui ne marche pas. Donc, c'est pour ça qu'elles sont faciles à développer. À côté, et ça, c'est une tendance qu'on commence à voir de plus en plus, il y a ce qu'on appelle les Zero Knowledge Rollup, les ZK Rollup, qui sont plus sécurisées parce qu'elles marchent sur le processus inverse. On va vérifier toutes les transactions au lieu de toutes les autoriser. Elles sont plus rapides en termes de construction. Par contre, elles sont beaucoup plus complexes à développer et elles sont beaucoup moins compatibles avec le VM. Ce qui fait qu'il y a tout eu un lot de développement de ces nouvelles applications, mais très peu d'applications, d'apps qui ont été mises dessus parce que pas compatibles avec le VM. Et quand vous n'êtes pas compatible avec le VM aujourd'hui, et il y a peu de projets qui ne le sont pas, vous êtes dans un écosystème qui est complètement isolé. Vous êtes obligé de tout redévelopper. Et dans cette sous-catégorie, on a deux grandes branches, ZK Snark et ZK Stark. Pour faire très simple, les Snark sont plus rapides mais moins sécurisés et les Stark sont plus sécurisés mais moins rapides. Vous voyez, il y a toujours une contrepartie en fait à chaque fois. Donc, hop, je vais vous partager juste l'article pour parler un petit peu de ça et de ce que Vitalik a annoncé. Hop, je reprends mon écran. Donc Vitalik, il a lancé un petit peu cette bombe en disant on arrête le VM. Quand on entend ça, au premier abord, qu'on ne lit pas la suite de la phrase, on se dit ok, arrête le VM, ça veut dire arrêt du fonctionnement de 70% des blockchains. Parce qu'elles vont toutes taper sur le VM, elles sont toutes pluguées sur ce système-là, qui est le système cœur en fait de la blockchain Ethereum. Et là, lui, ce qu'il introduit, c'est une architecture RISC-V, qui est une architecture open source, et qui a pour vocation, en fait, à améliorer les performances sur le long terme. Et là, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Alors, je vais vous montrer l'article. Si vous êtes un petit peu technique, je vous invite vraiment à aller le lire. Mais pour faire très simple, l'avantage de passer sur du RISC-V, c'est d'apporter la possibilité à des développeurs d'intégrer d'autres codes que du Solidity. Il a développé le langage Solidity pour le VM
et ça fonctionne plus ou moins bien. Mais il y a quand même certaines limitations dont on s'aperçoit avec le temps. Et donc, l'avantage de passer sur du SQV, c'est d'ouvrir à d'autres langages et de permettre d'avoir une meilleure scalabilité. Mais ça a également un impact qui est assez important parce que lui, ce qu'il veut, c'est pousser tout ce qui est zero knowledge. Tout ce qui va être layer 2 en zero knowledge, il dit c'est l'avenir parce que beaucoup plus scalable, beaucoup plus sécurisé, mais plus compliqué en termes de développement. Et donc, en poussant cette technologie-là, ça va favoriser l'écosystème en disant OK, on vous met à disposition un écosystème qui est beaucoup plus sain et qui permet de pouvoir intégrer beaucoup plus facilement tout ce qui est zero knowledge et d'arrêter de se battre avec cette technologie EVM qui a du mal à être intégrée et qui a plein de limitations technologiques et techniques. Le problème, quand on bascule d'un sujet comme celui-ci, c'est qu'on ne peut pas passer du jour au lendemain de l'EVM au risque V. Attendez, je vais vous partager mon écran en entier parce qu'en fait, je swipe d'un élément à l'autre pour pouvoir vous remontrer. C'est qu'il y a des manières de le faire. Vous voyez l'impact qu'a Ethereum sur le marché à l'heure actuelle. La première des possibilités qui a été envisagée, c'est de se dire, OK, cette technologie, on est à peu près tous d'accord sur l'importance qu'elle a et surtout sur l'importance long terme et l'impact long terme de la scalabilité et du développement d'Ethereum. On peut faire ce qu'ils ont fait au préalable sur certaines choses, hard fork, c'est-à-dire qu'on coupe le VM et on passe d'un coup à risque V. Ça veut dire casser tout ce qui a été fait depuis le début d'Ethereum, depuis 2015. Ça fait 10 ans que les gens développent sur le VM. C'est pas entendable. C'est pas entendable de tout casser et qu'il y ait des centaines d'applications qui se retrouvent sur le carreau du jour au lendemain. Ça, d'un point de vue complexité, ça a l'air pour eux assez simple. Mais le problème, c'est que l'adoption va tomber d'un coup. Donc, c'est pas un choix qui est vraiment envisageable de basculer comme ça de l'un à l'autre. C'est ce qui s'est passé de la preuve de travail à la proof of stake, mais ça les impactait que eux. Même s'il y a eu plein de tests qui ont été faits pendant plusieurs années, ça les impactait que eux. Après, certaines personnes ont poussé l'idée, et ça, c'est une idée qui a été à peu près retenue dans la communauté de développeurs, c'est de dire, OK, on va faire fonctionner les deux en parallèle. On va faire fonctionner le VM et le risque V en parallèle. Donc, les gens vont pouvoir venir taper sur celle qui les intéresse le plus et peut-être faire mourir le VM au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire inciter les développeurs à développer de plus en plus sur risque V en leur apportant tous les avantages qu'il y a et de moins en moins sur le VM. Et le jour où après le VM sera quasiment plus utilisé, on pourra potentiellement éteindre. Mais ça, c'est déjà complexe de faire deux systèmes pour faire les répartitions et tout ce qui va avec. Et c'est surtout que le coût d'infrastructure est extrêmement lourd. Et potentiellement, ça introduit tout un tas de risques. Après, certaines personnes se sont dit, OK, on va intégrer risque V comme une layer 2. C'est-à-dire qu'on va encapsuler tout un tas d'informations et on va lui envoyer, on va lui faire traiter. Le problème, c'est qu'on reste dépendant en fait de la layer 1 et de toute la congestion qu'il peut y avoir. Donc, ce n'est pas une vraie solution long terme. C'est-à-dire que c'est viable à court terme, mais sur long terme, ce n'est pas une bonne chose en fait. Parce qu'il y a un moment ou un autre, il faudra casser. Et après, il y en a certaines personnes qui pensent qu'il va falloir faire une migration via de l'abstraction. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus, tous les nouveaux codes, les basculer au fur et à mesure sur du risque V et éteindre le VM au fur et à mesure du temps comme ça, mais ça passe en partie par un espèce de dual VM. Et c'est là aujourd'hui où il y a un peu une confrontation entre les développeurs. Il y a plusieurs personnes qui essaient de prendre des parties et c'est des choses qui sont un peu compliquées. Mais là où ils sont à peu près tous d'accord, c'est sur la nécessité de long terme de faire ce changement. Le problème, c'est qu'à court terme, c'est un impact qui est très fort et ça va avoir un impact potentiel sur le prix également. Et qu'il y a les aspects de la partie sécurité. Il y a la partie, comme certains l'expliquent, avec justement, plus on va rajouter de couches, plus on va rajouter de complexité. Si on rajoute 2 VM en parallèle qui tournent, on augmente la surface d'exposition, donc on augmente aussi la partie sécurité, on augmente les risques en termes de sécurité. Et donc voilà, c'est tous ces éléments-là qu'il faut arriver à prendre en compte. Et je vous invite vraiment à lire ces aspects-là. Mais les modèles qui sont vraiment retenus aujourd'hui, c'est plutôt la partie, on va dire, interprétation des contrats, test. Déjà, c'est surtout faire des tests, voir jusqu'où ça va, voir si les personnes qui développent du ZK ont envie de continuer d'aller sur cette technologie-là. Mais si vraiment ils arrivent à implémenter ça, là, on se retrouvera avec une technologie qui serait beaucoup plus scalable, beaucoup plus performante et beaucoup plus sécurisée. Mais ça, c'est pas un horizon de 3 ans. Là, quand Vitalik il parle de ce genre de choses qui l'amène ce sujet-là sur la table, c'est des horizons 6-10 ans.
Donc, vous voyez, vous êtes en train de regarder le prix de l'Ether sur les 2 dernières années. Lui, il pense à la techno qu'il y aura dans 10 ans. Et c'est comme ça qu'ils restent les leaders sur le marché en termes de développement, en termes de normes, en termes de structuration. C'est parce qu'au lieu de penser à copier ce que le voisin a fait, ils sont là à penser à l'évolution future et au blocage des normes. Pourquoi sur Bitcoin, on n'a pas eu de DeFi pendant très longtemps? Tout simplement parce que les instructions qui sont autorisées au sein de la blockchain Bitcoin pour exécuter certaines actions sont relativement limitées. Ce qui fait qu'on ne peut pas développer des applications complexes. Et il y a eu que depuis l'année dernière où certaines personnes ont créé des papiers en disant OK, on est capable de rajouter une couche d'abstraction au-dessus via tout un tas de structures, d'opérateurs logiques pour aller faire des choses plus complexes et pour monter en qualité dessus. Mais il faut qu'il y ait des personnes qui se creusent le crâne et c'est des personnes souvent qui apportent des papiers théoriques et ça met des années avant d'être implémenté. Donc si aujourd'hui le réseau Ethereum se dit OK, nous, notre vision à 10 ans, c'est d'être la blockchain la plus performante, la plus scalable, la plus sécurisée, mais qu'il faut qu'on passe par là, et ben, ils vont sacrifier globalement les 10 prochaines années en termes de développement, en termes de pricing, pour atteindre cet objectif-là, pour être le numéro à ce moment-là. Il y a certains projets, comme Cardano, qui ont essayé de faire la même chose en même temps que le lancement d'Ethereum, en voulant être les premiers. Le problème, c'est qu'ils ont tellement attendu pour sortir des applications concrètes qu'en fait, ils ont coulé dans l'œuf. Et c'est aussi le risque qu'a Ethereum, de se dire, OK, on reste focalisé sur le développement, mais on ne pense pas assez au modèle économique qu'il y a derrière et aux impacts potentiels que ça peut avoir. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut prendre en tête. Il n'y a pas de solution toute faite. Aujourd'hui, ils débroussaillent le terrain, ils avancent, ils essaient d'innover, et ça, franchement, on ne peut pas leur enlever. Et si vous pensez que la blockchain du futur, c'est une blockchain qui est scalable, qui est sécurisée, qui est décentralisée, avec des équipes qui continuent de développer, et que vous regardez ça d'un point de vue technique et non pas d'un point de vue financier, bah, globalement, Ethereum a encore un bel avenir devant lui.